Bonjour, bienvenue à l'émission Discutons Livre. Le thème aujourd'hui se tiendra sur la culture. Donc, pour commencer, je vais vous donner une définition de la culture. Pour moi, qu'est-ce que ça représente et aussi selon Wikipédia. Donc, pour moi, la culture est un ensemble de normes et d'habitudes ancrées dans une société. Donc, selon sa définition sociologique, on dit aussi que la culture est un ensemble d'interactions humaines en termes de ce qui est transmis, appris ou produit. Donc, selon le Québécois sociologue Guy Rocher, donc la culture serait un ensemble lié de manières de penser, de sentir, d'agir, plus ou moins formalisées, qui, étant apprises et partagées par une pluralité, bien entendu, de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes dans une collectivité particulière et distincte. Donc, au fait, c'est tout ça tourne autour de la culture. Donc, quelle est la définition du multiculturalisme? Parce qu'on ne peut pas parler de culture sans parler aujourd'hui du multiculturalisme, vu qu'on sait qu'on vit dans une société de la mondialisation, tout s'amène à s'entremélanger. Donc, qu'on le veuille ou non, on doit s'entremélanger. Donc, je vais sur ce vous donner une définition du multiculturalisme venant bien entendu, de la culture qui est aussi ce qui est produit et appris par un ensemble de collectivités de personnes. Donc, au fait, selon moi, ou selon les informations que j'ai prises, donc le multiculturalisme est un espace qui rassemble une pluralité de cultures, une diversité de traditions, et la venue aussi, elle est prise, elle est ancrée aussi, elle est définie par la venue d'immigrants sur un territoire. Donc, selon la définition, ce terme aussi embrasse une pluralité de cultures. Elle sous-entend une collaboration et un dialogue entre plusieurs ethnies ou personnes sans qu'il y ait une certaine forme d'acculturation quelconque. Ce qui veut dire qu'on peut bien s'entremélanger sans oublier d'où l'on vient. Donc, c'est ça en fait la définition du multiculturalisme. Tu gardes ta nationalité, tu gardes ta personne, tu gardes ta culture et tu le partages aux autres et on s'entrepartage une culture au fait. Donc, quels sont les quelques exemples au fait de ce mot culture? Donc, les quelques exemples qui tournent autour de ça, je dirais, il y a l'immigration, il y a la diversité, il y a aussi le pluralisme culturel, il y a aussi l'interculturalisme que je vais vous définir un peu plus tard, qui rentre dans ce phénomène qu'on appelle le multiculturalisme. Donc, qu'est-ce que l'interculturalisme? Donc, l'interculturalisme est une philosophie d'échange entre groupes culturels d'une société. C'est-à-dire qu'on est dans une société et il y a des échanges culturels, des échanges, des interactions humaines qui se font, qui imposent une certaine forme d'interaction culturelle. Donc, elle suppose aussi une participation active de la société d'accueil à l'intégration des nouveaux arrivants. Elle sous-entend l'adoption de la culture du pays d'adoption, bien entendu. Par exemple, je suis au Nouveau-Brunswick, je suis en Acadie, francophone, etc. Donc, au Nouveau-Brunswick en général. Donc, il y aura cet échange interculturalisme par rapport, par exemple, je les invite dans une fête chez moi, ils viennent manger ma nourriture, je viens manger les leurs. Donc, d'une part, il y a cet échange interculturel qui s'impose automatiquement. Et aussi, tout en préservant la différence culturelle. Encore une fois, ça revient au même que si on parlait un peu du multiculturalisme, dans le sens où on entre dans la culture de l'autre sans perdre en effet qui on est, sans perdre la personne qu'on est, au fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, au fait, juste avant de continuer avec ça, et cette émission que je fais d'abord seule,
est composée de 4 parties. Donc, il y a la partie classique qu'on vient de voir. Il y aura la partie culture où je vais vous exposer ma culture plus ou moins. Donc, il y aura la partie littéraire et débatique. Moi, je vais faire le débat avec vous. Donc, ce qui est bien, donc vous pouvez partager vos idées aussi au fur et à mesure, etc. Il y a aussi cette partie de la présentation personnelle et bon, la présentation aussi au fait, des activités qui se passent et qui vont se passer au Nouveau-Brunswick, au fait, en général. Aussi, qui tournent au niveau de la culture, bon, qui parle culture, au fait. Donc, c'est ça, en gros. Donc, en ayant vu, au fait, toutes ces définitions tournant autour de la culture, du multiculturalisme, de la pluralité culturelle. Donc, au fait, qu'est-ce que pour moi, comment je peux vous parler de ma culture et de mon pays d'origine. Donc pour moi, en gros, donc on va juste aller de manière superficielle. Je vais relever la religion, je vais relever la gastronomie, la tradition, des trucs comme ça, juste pour que vous ayez une image au fait de ce que représente pour moi la culture haïtienne. Donc et puis ensuite on peut rentrer dans la culture, de ce que je sais plus ou moins à partir de Wikipédia de la culture acadienne. Donc pour moi, en termes de religion, Haïti est un pays majoritairement chrétien. On a une gastronomie très riche, très riche. Par contre, notre gastronomie un peu équilibrée, je dirais, est majoritairement axée sur le riz, sur les haricots, qu'on appelle chez nous sauce pois ou pois, et aussi quelques légumes. Donc on utilise beaucoup de légumes tels que le manioc, la banane, je ne sais pas si c'est un légume, et le navet, etc. Surtout lorsqu'on fait ce qu'on appelle le bouillon chez nous. Donc on utilise beaucoup de ces ingrédients-là pour pouvoir donner un aspect un peu plus pâteux, à notre bouillon en fait. Donc c'est un peu ça. Et puis chez nous aussi on mange beaucoup de viande, plus particulièrement la viande de porc, au fait qui est certains disent on ne mange plus la viande de porc vu ce qui s'est passé avec le tremblement de terre. Donc lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, avec les cadavres dans les rues, les porcs mangeaient ces cadavres, d'après ce que j'ai entendu. Donc il fait qu'on a diminué un peu sur la consommation du porc, mais ça reste quand même une viande traditionnelle, je dirais. Premièrement parce que c'était une des productions, un des élevages qui aidait la production économique du pays avant du Valier. Et aussi parce qu'il y a un mets chez nous qu'on appelle le griot. Et lorsque tu manges avec un peu de pickles, mon Dieu, c'est du... Anyways, donc notre langue nationale, mis à part le français, c'est le créole. Et aussi, malheureusement, on n'a pas d'habit traditionnel. Donc, le seul habit traditionnel, je dirais qu'on c'est ce qu'on appelle la talatane, selon moi. Bon, pour ceux qui savent peut-être, selon moi, on dirait plus la talatane. Et pourquoi? Parce que ça représente sûrement la paysannerie d'antan, vu que Haïti était un pays quand même colonisé. Et puis, la grande majorité et de son économie tournait autour de l'agriculture. Donc, vu qu'on était des esclaves d'antan, donc cette agriculture, disons que les esclaves, c'était eux qui représentaient la paysannerie. Donc, c'est eux qui cultivaient cette terre, justement, pour les colons. Donc, j'imagine que cette talatane, peut-être qui peut aussi représenter l'habit de l'affranchi, on ne sait jamais, vu qu'il y a quand même, cette histoire n'est pas, l'habit n'a jamais été historisé, malheureusement, mais ça peut vouloir parler de cette paysannerie esclave, ou tout simplement, cette paysannerie affranchie. Donc, tu sais, il y a aussi tout, ça peut aller d'une histoire à une autre. Donc, dépendamment de là où on le situe, de l'époque et de l'épopée aussi. Donc la musique haïtienne, vu qu'on est un pays, on est un des pays,
bon, on est peut-être 3 ou 4, mais on est un des pays francophones qui est entouré de pays et latines. Donc, il y a Cuba, il y a la République dominicaine, il y a Porto Rico. Bon, le seul pays anglophone qu'on a plus ou moins, bon, Porto Rico est aussi anglophone, vu que ça appartient aux États-Unis. Le seul pays anglophone qu'on a vraiment, c'est la Jamaïque. C'est le seul. Donc, on est vraiment, bon, avec la Floride qui n'est pas trop loin de nous aussi. Donc, on est vraiment entouré d'une culture latine. Donc, qui fait que au départ, la musique haïtienne était une musique latine. Donc, elle a pris sa forme. Donc, et puis, elle est devenue le compas d'aujourd'hui. Et le compas d'aujourd'hui a pris naissance avec Nemours Jean-Baptiste. Donc, Nemours Jean-Baptiste, c'est le premier précurseur du compas. Donc, il s'est inspiré d'un peu de jazz, un peu de latine. Donc, il a formé ce genre musical. Donc, selon moi. Donc, et voilà. Et il a formé ce genre musical. Donc, c'est ça. Donc, c'est un genre de musical aussi qu'on retrouve dans les autres pays francophones de la Caraïbe, tels que la Martinique, tels que la Guadeloupe. Mais eux, c'est plus connu sur le format zouk. Donc, c'est plus connu sur le format zouk. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et on a pratiquement les mêmes danses, ça se danse de la même manière. C'est pratiquement le même style aussi. Donc, on peut dire, mais c'est juste un peu plus sensuel de l'autre côté. De notre côté, c'est un peu plus groovy. Donc, ça a un peu plus de rythme. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à chaque pays, je dirais, son stéréotype. Donc, malheureusement, je ne connais pas vraiment le stéréotype négatif. Bon, il y en a, ça c'est sûr. J'en ai, bon, disons, vu que c'est mon peuple, donc je ne vais pas trop les mettre, je vais pas trop les dévoiler parce que j'imagine que les linges sales devraient se laver en famille. Ben, malheureusement. Mais pour moi, le stéréotype ou les stéréotypes qui tournent autour des Haïtiens qui est plutôt positif, c'est le fait que les Haïtiens sont des gens vaillants, vu qu'on est passé de l'esclavage à être disons, les pionniers de l'indépendantisme. Bon, bien sûr, à partir de 1804. Donc, on est un peuple résilient, malheureusement trop résilient. On est des gens chaleureux. On vient d'un pays de chaleur, bien entendu, avec la plage, le soleil et tout ça. Donc, ce qui fait de nous des gens plus ou moins chaleureux. Donc, oui, il y a des biais, oui, il y a le côté négatif, mais on ne va pas trop détailler, on ne va pas trop aller de ce côté-là pour aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va un peu tourner autour de l'Acadie. Donc, on va parler un peu de la culture acadienne. Donc, pour commencer, on va parler un peu de la cuisine. Donc, la cuisine, les cuisines traditionnelles, au fait, acadiennes qui ont été mises en valeur par Marnel ou Marielle Cormier et un certain Million Galant. Pardonnez-moi, j'ai du mal à l'écrire parce que j'écrivais ça à la va-vite. Donc, c'était le fricot, c'était le beurre de Homer, c'était le chao-chao. Donc, j'ai prélevé que c'est toi, mais on sait tous que le Canada francophone est reconnu aussi pour sa poutine. Donc, c'est un mec qui mange, comment je pourrais dire ça, dans toute sa diversité, au fait, avec de la viande, sans viande, etc. Donc, elle peut être vegan, elle peut être non vegan, bon, pas trop vegan parce que ça a du fromage, mais peu importe, ils peuvent quand même innover et faire peut-être du fromage au soya, mais c'est quand même un de leurs mets traditionnels. Aussi, donc, pour parler de culture aussi acadienne, vu que ça fait 6 ans que je suis en Acadie, ça fait 6 ans, bon, plus ou moins que je côtoie le peuple acadien, plus ou moins. Et donc, j'ai appris à connaître leur musique. Et une de leurs musiques, un des groupes, je dirais, qui est très, très connu en Acadie, et on va parler un peu du pourquoi après, c'est le 1755. Donc, au fait, le 1755 est aussi une date charnière pour l'Acadie. Je sais qu'on en a parlé à maintes reprises et au travers des émissions que j'ai eues avec d'autres personnes. Donc, on a parlé de l'exil, on a parlé de la déportation qui s'est faite en 1755.
c'est pas la construction de l'Acadie. L'Acadie a été construite dès 1600, mais l'exil, bon, ce moment charnière qui a donné le boost à cette Acadie, c'est au fait le 1755 qu'a repris justement le groupe 1755 pour donner du poids à leur musique. Donc, les personnes qui composent ce groupe, donc selon ce que j'ai trouvé, les informations trouvées, c'est Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, il y a aussi Donald Boudreau, il y a aussi Ronald Dupuis. Donc le groupe a débuté en 1975 et a pris fin en 1984, mais au fur et à mesure, chacun a été faire leur truc solo, mais au fur et à mesure, ils se rencontrent, comme l'année dernière, ou bien 2 ou 3 ans passés, ils se sont rencontrés, ils ont donné un concert à Acadie Rock. Et ils ont donné aussi un autre concert à l'université de Moncton, et c'était un concert qui a rassemblé beaucoup d'Acadiens et d'internationaux aussi, vu que c'est un groupe assez connu. Et aussi, c'est poète, on peut dire, parce que chaque musicien, il existe un poète. Donc, ces poètes, justement, ont repris sous forme de chanson la poésie de Gérald Leblanc. Et on sait que Gérald Leblanc, c'est un des nationalistes acadiens, justement, qui a osé le chiac dans son écrit et qui a osé aussi, comment je pourrais dire ça, quand même quelque chose d'intéressant. Il a osé ce qui était, disons, les normes qui étaient déjà préétablies par la bourgeoisie. Pourquoi je le dis? Parce que la bourgeoisie d'antan, en fait, la bourgeoisie acadienne d'antan voulait justement rétablir un français de France. Donc, Gérald Leblanc a jugé bon de revenir avec le chiac qui, pour eux, a une valeur je dirais traditionnelle, ou même plus une valeur, comment je pourrais dire le mot valeur, mais une valeur quand même culturelle. Pourquoi? C'est un peu comme le créole pour nous. Oui, c'est vrai qu'on parle le français, mais le créole pour nous a une valeur culturelle. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compose le peuple haïtien. Donc c'est la même chose pour l'Acadie. Le chiac, d'une part, compose justement le langage, compose la culture, dans la culture acadienne. Donc lorsqu'ils vont parler de la francophonie, ils vont quand même mettre le chiac en avant. Et pourquoi? Parce que justement ça représente l'Acadien dans son acadienité, tout simplement. Et quelle a été l'influence musicale de ces gens-là, du groupe 1755? Donc, il y a eu le folk, il y a eu le country, il y a eu le rock. Et ça a été une première pour l'Acadie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les années un peu plus avant, l'Acadie n'avait pas encore ce style de musique. Donc, il était plus dans le traditionnel et traditionnel Irish. Irlandais, ils étaient plus dans le traditionnel irlandais, plus dans la musique chrétienne, dans la musique d'église. Donc on va voir un peu plus tard ça, on va rentrer dedans, mais pour tout de suite, c'était quand même une première pour l'Acadie aussi, parce qu'il rentrait dans il modifiait le country acadien pour lui donner un style un peu plus rock, un peu plus moderne. Donc c'est le mouvement au fait culturel, c'est ce mouvement culturel qu'a apporté 1755 aussi pour l'Acadie. Et on peut citer quelques de leurs morceaux connus en fonction de certaines dates. Donc en 1979, il y a eu Vivre à la baie. En 1982, il y a eu Synergie. En 1994, il y a eu Les Retrouvailles. Et en 1999, il y a eu Où est-ce que t'es rendu? Donc on est vraiment dans le chiac là tout de suite. Donc, pour entrer dans l'influence musicale acadienne d'antan, donc ils ont avant le folklore acadien, comme le folklore haïtien, que je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je ne suis pas trop pour cette forme de musique, et j'ai mes raisons, et était composé d'abord du fanfare de collège, donc c'était les collèges, les écoles qui encourageaient la musique acadienne, et aussi les chorales paroissiales. Donc c'était ceux-là qui composaient avant d'antan la musique acadienne dans sa culture, dans son originalité, avant de donner le country, avant de donner cette musique rock, cette musique, etc. Donc c'était un peu ça qui composait, qui rentrait
dans la musicalité acadienne. Donc, à quel pays appartient ces influences musicaux? Donc, ça, c'était un jeu que je voulais faire, mais je vais quand même le faire. Donc, je vais vous dire ces musiques et puis ensuite, je vais vous dire à quel pays ces musiques appartiennent. Donc, il y a eu le Zouglou, justement, qui appartient à la Côte d'Ivoire. Il y a eu le compas, bien entendu, qui appartient à Haïti. Il y a eu le Zouk aussi, qui appartient aux Antilles, Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin, etc. Il y a le Zongué, qui appartient au Mali. Il y a le jazz, qui appartient aux États-Unis. On peut prendre la musique classique, qui appartient à l'Europe, etc., avec Mozart, etc. On peut prendre aussi le Sekouba qui appartient à la Guinée. Donc tout ça, en fait, ce sont diverses influences musicales traditionnelles, récentes, etc. qui rentrent dans la culture de ces pays-là. Donc on va rentrer dans la phase de la littérature et l'histoire. Donc pour parler de littérature, on ne peut pas ne pas parler de l'histoire. Donc c'est ça. Donc on va commencer d'abord avec l'Acadie. On va prendre on va prendre l'Haïti, on va prendre quelques pays de l'Afrique, si tant est, et ensuite on va rentrer sur une question thématique, et puis ensuite je vais de mon possible vous l'étayer, de mon possible, mais c'est pas forcément le cas. Donc voilà. Donc la première question que je vais me poser à moi, c'est à quelle époque l'Acadie est-elle connue? A-t-elle connu d'abord a-t-elle connu une littérature engagée? Donc, il faut savoir que dans tous les pays récents, je dirais dans tous les pays récents tels que, je dirais pas pays, mais dans toutes les villes récentes et pays récentes aussi, les villes récentes et pays récents aussi, tels que l'Acadie, Haïti, plein de pays africains qui ont connu leur indépendance au 18-19e siècle, ont eu justement leur littérature débutée au 19e siècle, d'où une littérature engagée. Pourquoi? Parce que chacun de ces pays était à la recherche de leur identité et chacun de ces pays justement essayait de trouver au travers du nationalisme justement une part d'eux-mêmes. Donc l'Acadie justement a connu sa part de littérature engagée en 1875 et en 1947. Entre 1875 et 1947, je peux dire à nos jours, elle est beaucoup moins engagée, qu'elle est beaucoup plus assise, mais je pourrais dire autour de cette date-là, l'Acadie a connu sa littérature plus ou moins engagée. Donc, encore une fois, c'était à l'époque de la Renaissance et du socle aussi de l'émergence du nationalisme acadien. Donc, quelle était l'idée justement derrière cette littérature engagée ou politique? Donc, c'était justement de pouvoir mettre en exergue ces grands héros, on peut dire ces grands héros acadiens tels que Samuel Champlain, Louis Robichaud et puis voilà, je dirais tels que Samuel Champlain, etc. Et ensuite, il y aura Louis-Joseph Robichaud qui est né lui-même au cœur justement de cet idéalisme acadien. Donc, il est rentré dans la partie politique en 1925. Il a fait l'université. Non. Ok, qui a pris naissance en 1925. Donc, il est rentré dans la politique en 1960, à l'époque où, justement, l'université de Moncton aussi était en plein fouet dedans. Et puis, que l'université de Moncton aussi, à partir de ses étudiants en sociologie, a voulu justement faire asseoir justement ce nationalisme acadien. Vous pouvez voir des films qui tournent autour, bien entendu. Et puis, normalement, cette littérature va défendre la langue, plutôt le chiac, va défendre leur tradition, leurs coutumes et aussi leur religion. Donc, la religion qui est d'abord la religion catholique romane, etc., etc., etc. Parce que, pourquoi je dis la religion? Parce qu'il y a quand même eu cette division, et on le sait tous, les anglophones étaient beaucoup plus protestants et les francophones étaient beaucoup plus catholiques. Donc, qui fait que cette division aussi était faite au travers de la religion. Donc, le fait qu'ils ont pris conscience du nationalisme, au fait qu'ils ont voulu défendre ce nationalisme, d'une part, ils ont translaté ça, au fait, sur la religion. Pourquoi? Parce que la religion aussi est une composante de l'humain.
Donc, pour ceux qui y croient, pour ceux qui veulent y croire, quoi qu'on sait qu'il y a quand même eu un béaba avec la religion ici en Acadie, et même, je dirais même avec le Canada francophone, il y a eu des petits béaba, mais quand même, ils ont voulu défendre cette part d'eux-mêmes à l'époque. Donc, je vais quand même citer quelques auteurs africains qui normalement ont connu aussi cette littérature engagée. Donc, pour faire un petit rétrospectif sur ce qu'on a vu avant. Donc, la littérature engagée africaine, au fait, c'est beaucoup plus axé sur la prise de conscience de la couleur de la peau. Donc, pourquoi je le dis? Parce que on était des colonisés. Je le dis comme ça, excuse-moi, parce que je ne veux pas quand même blesser des gens, mais c'était ça. Donc, ce qui fait que les gens qui voulaient avoir des études un peu plus poussées quittaient leur pays d'origine, ok, pour aller en France, pour aller en Amérique, etc. Donc, lorsqu'il allait en Amérique ou en France, il y avait cette forme de discrimination au fait qu'il était là. Donc, cette forme de discrimination, justement de la couleur de leur peau, de l'importance de leur personne aussi. Et puis c'est à partir de ce phénomène discriminatoire que le mouvement négritude a pris place. Donc il y a eu ce mouvement négritude qui a pris place et ainsi de suite qui a amené beaucoup de personnes justement à entrer dans ce mouvement et à embrasser ce mouvement. Donc d'où l'Afrique, d'où le Martinique, d'où Haïti, etc. Donc un des auteurs africains, justement, un ou plusieurs auteurs africains qui a fait partie de cette littératie engagée est Frantz Fanon, justement, qui a écrit Peau noire, masque blanc, et il a écrit ça en 1952, et celui-là, il est un Martiniquais. Il y a Anténor Firmin qui a écrit un livre qui s'appelle Une défense, il a écrit ça en 1892. Lui, c'est un Haïtien. Il y a Bernard Badier Benlen, La ville où nul ne meurt. Il a écrit son livre en 1992. Lui, c'est un Ivoirien. Il y a Aimé Césaire qui a écrit Une tempête, la négritude, en 1969. Lui, c'est un Martiniquais. Il y a eu Barago Diop, L'heure et l'heure, en 1960. Lui, c'est un Sénégalais. Il y a eu Sonny Laboutanzi, Les yeux du violon, 1988. Et lui, c'est un Congolais. Donc, il y a eu beaucoup de personnes, justement, qui se sont mises ensemble pour, chacun de leur côté ou chacun de leur manière. Donc, ils se sont mis ensemble pour contribuer à ce mouvement littéraire qu'on appelle la négritude. Donc, parce que j'ai quand même fait une petite émission dessus pour le mois de l'histoire des Noirs. Mais je sais que le mois n'est pas fini, mais je vais pas quand même continuer dessus. Mais peu importe, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un rétrospectif pour pouvoir vous situer dans un contexte et vous expliquer plus ou moins qu'est-ce que la littérature engagée, d'où vient cette littérature engagée, mis à part une littérature indépendantiste, c'est ça. Donc, je vais me citer 3 auteurs. Et de ces auteurs, je vais vous dire lequel a écrit Une vie de boy. Donc, Une vie de boy, donc il y a Angèle Roriwi, il y a Francis Desbeil, il y a Ferdinand Oyo, il y a Séverin Cécile Abega. Donc oui, c'est Ferdinand Ferdinand Oyono. Donc, pour ceux qui connaissent Ferdinand Oyono, c'est un Camerounais. Il est né en 1920 autour. J'ai pas mis le dernier chiffre, je m'excuse. Il est mort en 2010. Il est originaire du Cameroun. Il a été diplômé à Sorbonne. Il est ambassadeur, homme politique et il a publié son premier livre, ce livre justement en 1956 avec l'édition Pocket. Donc c'est un peu lui, Ferdinand Oyono, on peut dire un des auteurs qui a continué ce mouvement qu'on appelle le mouvement négritude, de la négritude. Et voilà. Donc, j'ai juste une question pour clôturer tout ça. Donc, la question serait de savoir, est-ce qu'on peut associer le mouvement littéraire ou cinématographique à un mouvement culturel?
Donc, peut-on associer le mouvement littéraire et cinématographique à un mouvement culturel? Donc, selon moi, je dirais que oui. Donc, d'autres personnes diraient que non. Mais pour moi, je dirais que oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, bon, mis à part, mis à part le cinéma, qui a beaucoup, justement, repris, qui a beaucoup été un réplica, je dirais qu'il a beaucoup été un réplica de la culture de la personne qui le fait. Donc, je dirais que la littérature aussi, sous forme d'écriture, a été un réplica aussi d'une situation qui s'est passée dans une société. Donc, si on prend Les Misérables, il y a Victor Hugo à ce moment-là qui a voulu exposer la situation précaire de ces gens à l'époque. Donc, il a si bien écrit qu'on a même fait un film sur Les Misérables qui a exposé la situation de la France à telle année. Il y a Karl Marx aussi, qui a été je dirais, un sociologue qui a quand même beaucoup écrit sur l'économie. Il a exposé aussi une situation précaire qui existait en Allemagne, une inégalité aussi qui existait en Allemagne à ce moment-là. Donc, lorsqu'il a parlé des structures, des superstructures, etc., des différentes classes sociales, donc il a voulu, par la littérature et par la littérature, exposer justement une situation qui existait dans la société, tel que le mouvement littéraire de la négritude à l'époque, qui a voulu exposer une forme de discrimination qui existait à l'époque. Donc, il y a plusieurs de ces écrits qui ont exposé à une époque donnée, justement, qui ont exposé à une époque donnée une problématique qui existait dans la société d'antan. Donc, c'est ça. Donc, oui, pour moi, le mouvement littéraire et oui, pour moi, le mouvement cinématographique ou même théâtral est un mouvement culturel. Donc, si tu vas même en Acadie, il y a un théâtre, il y a une pièce de théâtre qui s'est intitulée elle-même Évangéline. Et on sait tous que Évangéline est quand même quelqu'un de très important en Acadie, Donc, il y a eu Évangéline, une pièce théâtrale qui a été faite. Il y a aussi, il y a la compagnie de théâtre Ami, au fait ça c'est un groupe de théâtre en Haïti, qui en effet font des reproductions théâtrales qui exposent la situation dans le pays. Et je vais juste prendre un exemple. J'ai vu, là, il y avait un monsieur qui a été à l'hôpital et puis l'infirmière ne voulait pas l'accueillir parce qu'il n'y avait pas de seringue, il n'y avait pas de lit. En tout cas, ça expose en fait la situation, la précarité qui existe en Haïti. Donc, au niveau scolaire, au niveau hôpital et tout ça. Donc, oui, tout mouvement littéraire, bon, quoique il y a quand même ce petit côté superficiel lorsque tu prends la poésie, lorsque tu prends le romantisme, quelque chose qu'on va parler un peu plus tard, lorsque tu prends le surréalisme, oui, peut-être le surréalisme, d'une manière cachée, ça veut exposer quelque chose, mais mis à part le côté superficiel de la littérature, moi, quoique j'aime beaucoup la poésie, je peux m'identifier comme poète parce que j'adore le romantisme, j'adore parler de la femme dans son intégralité. Et pourquoi je bègue? Parce que je veux pas que ça soit mal interprété. Et parce que d'abord, je suis femme, donc je trouve que c'est mieux de mettre en exergue la femme. Et bon, aussi, j'aime bien parler des hommes, pourquoi pas? C'est quand même des êtres très, très fascinants, très intéressants. Et voilà, donc oui, j'aime bien parler des deux. Et j'aime bien aussi parler dans ma littérature. Et voilà, donc mis à part ce côté superficiel, mais aussi qui n'est pas trop superficiel, parce que lorsque tu prends l'amour, chacun aussi a sa manière de voir l'amour. J'imagine que si tu prends un Haïtien, si tu prends un Acadien, je ne dis pas que l'amour, que les gens aiment différemment, je ne dirais pas ça, mais il y a aussi cette culture qui impose l'amour d'une certaine façon. Par exemple, je prends l'exemple d'un date. Ok, on va en parler plus tard, mais je vais prendre l'exemple d'un date. Donc, lorsque tu prends un date, ici, au premier date, certaines personnes demandent à ce que la charge soit divisée en deux. Mais chez nous, ou mais chez le noir aussi africain, pour eux, c'est inconcevable. Tu invites une femme à manger la première fois, la deuxième fois, c'est à ta charge. Si c'est pas comme ça,
je sais que ça peut risque d'offenser certaines personnes, mais si c'est pas comme ça, si c'est pas comme ça que c'est fait, la femme risque de mal te percevoir. C'est tout à fait normal, c'est comme ça. Mais ici, en Europe, c'est différent. Donc les gens, les femmes, bon, avec ce mouvement féministe aussi qui existe, avec aussi le vouloir de s'affirmer en tant que femme. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un va en date, elle exige de payer sa part, justement, dans ce date. Mais ce qui n'existe pas encore dans notre société, dans nos sociétés noiristes, je peux dire. Mais qui est en cours quand même, parce qu'il y a quand même certaines femmes qui adoptent cette culture nord-américaine, ou bien nord-européenne, vu que quand je parle de nord et sud, c'est juste pour faire la distinction qui a été déjà faite, mais chez nous, c'est encore quelque chose qui est en cours. C'est pas totalement là. C'est pas totalement là. Donc c'est un peu ça. Donc, juste pour dire que selon ces exemples donnés, selon les blablabla qui ont été faits, donc je dirais tout simplement que le mouvement littéraire ou cinématographique rentre dans le mouvement culturel. Encore une fois, c'est quoi la culture? La culture, c'est en effet, donc je vais retourner dans mes écrits pour ne pas dire du n'importe quoi. Donc, c'est aussi un ensemble de normes et d'habitudes ancrées dans une société. Donc, tant que ça expose un individu, ça expose la façon de penser, ça expose une forme de philosophie, ça expose quelqu'un dans son entièreté, on parle d'une forme de culture. Parce que la culture est quand même un terme, est tellement généraliste comme terme. Donc, on a vu qu'on a parlé de gastronomie, on a parlé de musique, on a parlé de diversité, on a parlé d'immigration, on a parlé de tout ça juste pour parler de culture et de multiculturalisme. Donc, quelles sont les activités qui se font cette semaine? Donc, il y a la soirée internationale qui se fait. Donc, que je vous encourage grandement à y aller. Il y aura des artistes qui vont performer. Donc, mis à part la soirée internationale, il y a aussi la soirée francophone aussi qui va se faire durant le mois de mars. Mais je pense que cette soirée francophone rentre au fait. La soirée internationale rentre dans cette forme de francophonie. Donc, des fois, ça clôture la francophonie ou ça débute la francophonie. Donc, juste pour dire que la soirée franco, etc., donc, qui est célébrée en Acadie, célèbre aussi, la soirée internationale rentre dans cette optique aussi. Pourquoi? Parce que la plupart des Acadiens, des Africains qui sont ici, des Haïtiens et autres, ils sont majoritairement des francophones. Donc, sont majoritairement des francophones et ils sont là justement pour appuyer cet Acadie francophone et anglophone aussi parce qu'on a besoin des deux langues, n'est-ce pas? On a besoin d'être bilingue. Bilingue justement pour voyager, etc. Bilingue pour avoir une pluralité de langues. Et même trilingue ou quadrilingue, pourquoi pas? Donc le plus de langues qu'on possède, je trouve, le mieux que c'est. Le mieux que c'est parce que tu as cette capacité de détruire des barrières psychologiques et des barrières physiques aussi ou des barrières humaines juste au travers de la langue. Et je pense que c'est une des meilleurs moyens de communication que Dieu nous a donné, c'est la langue. La langue. Oui, bien sûr, des fois on peut l'utiliser. En tout cas, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est quand même un des meilleurs moyens de communication donnés. Donc, si on peut parler plusieurs langues, on peut détruire plusieurs autres barrières et on aura moins de limites, selon moi. Donc, est-ce que ça vaut la peine de parler un peu, de rentrer dans cette partie plutôt personnelle? Je dirais que oui. Bon, je m'appelle Chidi Petitjean, j'ai jamais eu la chance de me présenter. Donc, je m'appelle Chidi Petitjean, je viens d'Haïti. Et oui, je présente Discutons Livre. J'imagine que dorénavant, je vais le faire seule. Et bien sûr, à l'université de Moncton, cette université dans laquelle j'ai étudié. Je vous prie de m'excuser pour les bruits de fond. C'était l'heure de pointe. Les étudiants font leur truc, donc je ne pouvais pas les empêcher. Donc, c'est quand même bien. Ça prouve qu'il y a quand même une activité à l'université de Moncton. Donc, merci encore de nous avoir suivis. Merci à vous. J'espère que vous avez trouvé ce moment intéressant. Et merci. Et merci d'avoir regardé Discutons Livre. Au revoir. Bye. Culture.